Merci à vous de participer donc à cet atelier où nous allons évoquer la pratique de l'hypnose en médecine. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir le docteur Véronique Mondin. Donc vous êtes infectiologue, responsable du département de médecine intégrative au CHU, au Centre hospitalier universitaire de Nice, et vous êtes formée à l'hypnothérapie médicale et à la phytoaromathérapie. Et vous êtes accompagnée donc de Madame Najia Mestre, je vous invite à nous rejoindre. Et donc vous êtes infirmière de neurochirurgie. Et donc toutes les deux, vous allez un petit peu nous parler et aussi nous faire découvrir les pratiques d'auto-hypnose, donc si vous en êtes d'accord, et on consacrera un petit temps à l'issue de cet atelier pour recueillir un petit peu vos impressions et vos ressentis. Mais donc sur ce sujet de la pratique de l'hypnose en médecine, est-ce que donc docteur Mondin, vous pourriez nous décrire quelle est la pratique aujourd'hui au CHU au sein duquel vous exercez? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous et ravi d'être avec vous pour vous parler un petit peu de l'hypnose. Je ne sais pas déjà combien de personnes dans cette salle ont pu faire une séance ou... Martine, tu ne réponds pas, mais... La main. Vous pouvez lever la main. Ah oui. Bon, il y a quand même déjà un certain nombre d'adeptes. D'accord. Donc, je passerai assez vite sur ce que c'est que l'hypnose. Finalement, vous êtes toutes déjà des expertes. Alors, je vais simplement dire comment ça se passe au CHU. Donc, au CHU de Nice, on a une certaine orientation, vous l'avez entendu tout à l'heure, sur la médecine intégrative depuis les années, la fin de 2014, qui correspond à la fois à l'enseignement d'un DU d'hypnose médicale, qui a été monté par un médecin qui s'appelle Dr Nemran Pourchet, et aussi au début de l'Observatoire des médecines non conventionnelles dont je vous parlais, qui est cette association de médecins et de non-médecins qui essaye de développer et surtout de donner un aspect très scientifique à un certain nombre de techniques, dont l'hypnose. Alors ce DU, il permet de former essentiellement des médecins, mais il y a aussi beaucoup de formations institutionnelles qui sont réservées aux soignants, aux infirmières, aux aides-soignantes. Et donc depuis ces années-là, on a essayé avec d'autres collègues et avec donc des personnes du CHU de proposer encore plus de formations, des formations vraiment accessibles quasiment à tout le monde, parce que pour l'instant, il n'y a quand même pas beaucoup de possibilités pour la plupart des gens à se former. Et je pense qu'un des éléments qui serait un grand progrès de notre médecine, ce serait que tout le monde puisse bénéficier dès son entrée en fac de médecine et à l'hôpital d'une formation à l'hypnose conversationnelle dont je vais vous parler un petit peu tout à l'heure. Mais globalement, au niveau du CHU, on dispose d'hypnose médicale, c'est un petit peu ce que je fais, d'hypnoanalgésie, d'hypnosédation, c'est ce dont Nadia va vous parler tout à l'heure, et puis justement de cette hypnose conversationnelle dont je vous parlerai en troisième. Donc juste pour être très clair, on peut dire qu'il y a 3 types d'hypnose aujourd'hui? Oui, on peut dire qu'il y a 3 types d'hypnose. D'accord. Alors l'hypnose médicale, l'hypnose formelle, c'est quand on prend, on va dire, un rendez-vous pour une séance d'hypnose. En général, donc c'est quelque chose qui est fait par... ça pourrait être fait par des infirmières finalement, parce que c'est pas vraiment codifié en termes de remboursement et de cotation, mais c'est quelque chose qui répond à un besoin que la patiente ou le patient exprime, qui est celui de résoudre un inconfort. Que cet inconfort soit un inconfort physique, j'ai une douleur, ou un inconfort psychique, j'ai une anxiété, j'ai une souffrance, j'ai quelque chose qui ne va pas. Donc il y a un élément qui ne va pas, et l'hypnose c'est une technique qui va permettre au patient de franchir, en fait, d'améliorer ce problème. Donc si vous voulez, ce n'est pas une technique finalement comme la méditation, qui est une technique de changement profond, un peu permanent de la personnalité. C'est plutôt quelque chose qu'on va utiliser à un moment donné pour en faire un outil qui va vous aider à franchir un obstacle. Bien sûr, vous pourrez après le garder toute votre vie et l'utiliser au fur et à mesure que vous aurez des obstacles, ce qui caractérise la vie humaine. Donc l'hypnose médicale, elle va commencer par un rendez-vous dans lequel on va s'intéresser beaucoup à la personne, parce que l'emblème de l'hypnose, comme beaucoup de ces techniques de médecine intégrative, c'est la relation. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose qui met en présence un hypnothérapeute et un patient dans toute sa globalité. C'est-à-dire que le patient va exprimer non seulement pourquoi il vient, mais aussi son objectif avec l'hypnose. C'est-à-dire qu'il faut le laisser vraiment très libre de choisir l'objectif qu'il veut traiter avec cette hypnose, qui quelquefois vous déroute un peu, parce que ce n'est pas ce que vous pensiez quand vous avez vu la personne. Donc il faut respecter tout ça. Et puis, il faut aussi connaître ses goûts, ce qu'il aime, etc.
Et donc vous verrez tout de suite, parce que c'est un peu ce que nous a demandé Madame de France Bleu, l'hypnose, c'est en aucun cas une technique qui n'est pas respectueuse et dans laquelle le patient va perdre le contrôle. C'est encore ce qui est trop souvent répandu on va dire, au sein de la communauté. On pense que l'hypnose, c'est quelque chose qui va vous perdre votre contrôle, mais pas du tout. Ça, c'est ce qu'on voit dans l'hypnose de foire, l'hypnose de cirque, l'hypnose de rue. Nous, on fait pas ça, hein. On sait pas faire d'ailleurs. Parfois, on aimerait bien, mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est vraiment une relation, c'est vraiment une technique d'activation de la conscience. Ça, c'est important parce que le mot hypnose, qui vient du dieu grec du sommeil, du coup, les gens pensent que c'est une technique dans laquelle on dort, dans laquelle on est allongé, dans laquelle on est relaxé, voire même on va s'endormir. Mais avec en fait les courants plus modernes de l'hypnose, on s'est complètement débarrassé de ce genre de truc. L'hypnose est vraiment dépoussiérée et il faut bien comprendre que c'est une technique d'activation de la conscience, d'attention. Vous savez, on est aujourd'hui dans une société où on prête plus attention aux choses. On passe d'une activité à une autre, on regarde la télé, on va faire le repas, voilà. Et donc en fait, il faut qu'on rapprenne à se recentrer et d'abord à se recentrer sur soi, parce que a priori c'est quand même avec nous que nous vivons. Et il faut vraiment être vraiment imprégné de ce genre de choses. Donc l'hypnose va vous permettre de vous recentrer sur vous. Et après, la technique plus précise, on la verra peut-être tout à l'heure si on fait un petit exercice. Regardez bien le temps parce que sinon, moi, je suis capable de parler beaucoup. Donc, l'hypnose médicale, c'est donc une séance un peu formelle qui va durer 45 minutes à peu près, mais c'est aussi une thérapie brève. Je ne sais pas combien d'entre vous ont vu l'émission de télé il y a 2 jours sur la 5, là, qui était très intéressante d'ailleurs, sur à la fois le MDR, les TCC et l'hypnose. Personne l'a vu ? Ouais. Donc en fait, c'était intéressant de voir que dans toutes les techniques, et notamment qui utilisent la psyché, donc c'est une technique psychocorporelle, l'hypnose, ça aussi on pourra revenir là-dessus, parce que souvent les gens sont un peu étonnés que ce soit psychocorporel. Et en fait, ces techniques, elles sont mises un peu en parallèle avec toutes les approches qu'il y a eu pendant des générations, enfin en tout cas les 40 dernières années, sur par exemple la psychanalyse, qui est une technique très longue et qui peut être évaluée avec plusieurs façons de regarder ça, mais qui est une technique longue. L'hypnose, comme les TCC, ce sont des thérapies brèves, c'est-à-dire que normalement, en quelques séances, ça va dépendre des gens, hein, mais en moyenne c'est 3-5 séances, on doit avoir résolu le problème, ou en tout cas nettement amélioré le problème. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Je pars d'un inconfort, j'ai une thérapie brève, je mets ça en relation avec un thérapeute, on va former un couple pendant quelques temps, c'est vraiment important la relation, tout ça dans le respect, mais je ne vais pas me reposer, contrairement à ce qu'on m'a fait croire, je ne vais pas m'allonger sur un truc et dormir, je vais travailler, c'est-à-dire je vais vraiment utiliser mon cerveau pour aller chercher les ressources qui sont cachées dans la partie non consciente de ma tête. Et ces ressources, je vais aller les mobiliser en utilisant beaucoup d'éléments qui sont de l'ordre de la créativité, de l'imagination et de la sensorialité. Si vous voulez, pour faire court, et c'est faux en plus ce que je dis, avant on opposait le cerveau gauche, rationnel, cerveau droit, qui était plus créatif. En fait, on sait que c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est pas grave. C'est simplement pour vous dire qu'on va vraiment utiliser des parties de notre cerveau qui sont ces parties de l'imagination, de la créativité. Donc c'est quelque chose de très riche, d'extrêmement agréable. Et finalement, je crois que c'est une technique, encore une fois, qui est à la portée de tout le monde. Parce qu'on dit aussi, moi je ne suis pas hypnotisable. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des gens qui se mettent un petit peu des barrières. Parce que justement, ils ont peur de perdre le contrôle, pour certains. Et puis quelquefois, tout simplement, c'est des personnes qui s'autorisent simplement pas à être en contact avec elles-mêmes. Le voyage à l'intérieur de soi, quand on ne l'a jamais fait, quelquefois ça peut être un tout petit peu déroutant. C'est-à-dire, c'est vrai, il faut prendre beaucoup de temps, il faut être à l'écoute, il faut regarder comment réagit son corps à plein de choses. Il y a des personnes en fait qui n'ont jamais fait ça, qui ne se sont jamais autorisées ça et pour lesquelles c'est compliqué. Mais au bout d'un certain temps, avec un petit peu de patience et beaucoup de bienveillance envers elles-mêmes, elles finissent la plupart du temps par trouver. Donc ça, c'est donc l'hypnose médicale. Ma chère Nagia va vous parler de l'hypnose. Donc on m'a demandé de venir aujourd'hui pour parler de l'hypno-analgésie. Alors moi je travaille en tant qu'infirmière anesthésiste au CHU de Nice
Et j'utilise l'hypnoanalgésie depuis quelques années, donc notamment lors des anesthésies générales. Donc c'est comment dire pour permettre aux patients de s'endormir paisiblement. Alors là, c'est plutôt de la communication hypnotique, on parle avec des mots positifs, comme vient de le dire Véronique, des mots agréables, avec un timbre de voix plutôt grave et lent. Et ça permet aux patients de s'endormir paisiblement et de se réveiller confortablement. Et ça, depuis que je l'utilise, en fait, j'ai vu la différence avant et après. Et les patients, souvent, nous disent ah, mais c'était vraiment super, vous m'avez permis vraiment de me décontracter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand les patients arrivent au bloc opératoire, ils sont souvent très stressés. Et en utilisant des mots positifs et des mots bienveillants, les patients sont rassurés et ils s'endorment paisiblement. Et donc ça, c'est ce qu'on peut appeler l'hypnosédation. En fait, on va utiliser la communication positive et en plus, on va utiliser des anesthésiques, donc le propofol, des hypnotiques et des morphiniques. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que quand on utilisait cette communication positive ou communication hypnotique, ça permettait vraiment de diminuer la quantité de ces médicaments. Et ça permettait également de diminuer les effets indésirables post-opératoires, moins de nausées, vomissements post-opératoires. Les patients étaient beaucoup plus calmes, moins douloureux parce que on utilise des suggestions post-opératoires, donc des suggestions de calme et de détente, et vraiment les patients se réveillent, ils sont vraiment détendus. En ce qui concerne l'hypnoanalgésie, c'est l'utilisation finalement de cette communication hypnotique en association ou pas avec des anesthésiques locaux, des anesthésiques locaux régionaux ou du méopa. C'est ce qu'on utilise souvent pour les enfants. Donc le méopa, c'est un mélange équimolaire avec du protoxyde d'azote et de l'oxygène. L'hypnoanalgésie va permettre le but, c'est de diminuer les douleurs. Donc on va agir sur les douleurs aiguës et chroniques également. Je ne sais plus ce que je devais dire aussi. J'ai pas l'habitude de m'exprimer devant du monde, donc des fois c'est... Alors le ressenti... ah oui, ce que je voulais dire, c'est que je me suis aperçue que quand en fait j'utilise l'hypnoanalgésie pour des actes douloureux brefs, par exemple pour les ALR, en fait on utilise une communication avec des techniques de focalisation ou des techniques de confusion. Ça permettait vraiment de faire ces actes qui peuvent paraître parfois douloureux. ALR, c'est de l'anesthésie loco-régionale. Ça permet vraiment de faire ces actes qui peuvent paraître douloureux de façon plus sereine, et les patients sont plus détendus et puis ils sentent rien, quoi. C'est impressionnant parce que vraiment moi au début j'étais un peu comment dire, j'étais pas sceptique, mais quand j'ai vu que ça marchait très très bien, j'étais bluffée. Exactement, c'est le terme que je cherchais. J'étais bluffée, et donc du coup, ça m'a vraiment. Je me suis engagée là-dedans parce que j'ai vu que ça marchait et que les patients étaient vraiment plus sereins, ils étaient calmes, ils se réveillaient, ils étaient détendus. Quand on leur faisait des petits actes, quels que soient les actes douloureux, ils ne sentaient rien du tout, et c'est vraiment extraordinaire. Et on devrait l'utiliser tout le temps. Et d'ailleurs, je l'utilise tout le temps.
Merci pour cette présentation. Et donc, le troisième type d'hypnose, l'hypnose conversationnelle. Donc, Oui, alors l'hypnose conversationnelle, c'est quelque chose qu'on devrait, comme je dis, apprendre à l'école. C'est une technique qui associe à la fois un petit peu de mots, on va revoir lesquels, mais surtout une attitude. En fait, il y a le langage verbal, ce que je raconte, et il y a le paraverbal. Et en fait, il semblerait que les personnes, quand elles sont en contact avec d'autres personnes, c'est plutôt le paraverbal qu'elles retiennent, c'est-à-dire la présence. Déjà, est-ce que je suis avec le patient ? Ou avec mon petit copain à l'école, ou avec mon mari le soir à la maison, hein, c'est tout pareil. C'est-à-dire, je le regarde, je suis avec lui, je lui souris, je suis vraiment en présence avec lui. Quand on est à l'hôpital, ce qu'on sait, c'est que les soignants, nous, on est particulièrement en fait susceptibles d'avoir des tas de problèmes, puisqu'on est tout le temps confronté à la souffrance et à la douleur des gens. Donc les soignants, ils ont une activation permanente de ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire que quand quelqu'un souffre devant nous, on souffre aussi. Et donc les techniques qui sont ces techniques d'hypnose conversationnelle, elles permettent aussi de nous protéger, elles permettent de faire que l'ambiance soit plus légère pour tout le monde, hein. Donc ça commence par des choses toutes simples, comme d'abord se présenter. C'est très important, savoir qui on est, repérer une chambre, repérer un service, repérer une fonction. Voilà, ça c'est très très important. Ensuite, ça veut dire qu'on va parler à la personne. On va d'abord l'écouter. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les soignants n'ont pas toujours le temps, notamment les médecins, d'écouter les gens, d'écouter les personnes. Et on sait qu'en moyenne, on les écoute une vingtaine de secondes, ce qui n'est pas beaucoup. Donc d'abord, il faut écouter les patients, et ensuite, il faut repérer dans ce qu'ils nous disent les mots qu'ils utilisent. Parce que l'idée, c'est toujours d'avoir le même vocabulaire que le patient. Faire très attention, nous médecins, on utilise quelquefois des mots que les gens ont du mal à comprendre. Donc il faut vraiment être vraiment en adéquation avec ça. Et une fois qu'on a établi un petit peu cette espèce de symbiose, regardez aussi la position du patient, garder la même position. Voilà, il faut qu'on soit tous un petit peu dans la même harmonie. Et à partir de là, on peut communiquer avec lui en utilisant des mots. Alors, quels mots ? Normalement, il faut utiliser des mots plutôt bienveillants, de réassurance, de confort. Un patient, quelquefois, il a mal, ou il a une maladie très grave. Donc, on ne peut pas non plus faire des trucs bisounours. Ce qu'il faut, c'est partir de là où est le patient et essayer quand même d'utiliser des mots qui vont l'amener vers un petit peu plus de sérénité et de confort. Parmi tous ces mots, il y a ceux qu'on utilise à l'hôpital qui sont très toxiques quelquefois. Je vais vous piquer. Attention, je vais vous piquer. Je vais faire ça. Donc, il faut être très attentif qu'on a un vocabulaire qui est agressif, et donc il faut essayer de ne pas utiliser ce vocabulaire agressif. Il y a quelque chose d'autre aussi, c'est qu'il ne faut pas utiliser un vocabulaire avec de la négation. Ça, c'est très important aussi pour les mamans si elles veulent obtenir tous leurs enfants. C'est-à-dire, il ne faut pas dire « ça ne va pas vous faire mal ». Il ne faut pas dire « est-ce que vous n'avez pas froid ». Il ne faut pas dire « est-ce que vous n'avez pas ceci ». Le cerveau, en fait, n'entend pas la négation. Il faut utiliser des mots toujours positifs. Avez-vous assez chaud ? Est-ce que la température vous convient ? Êtes-vous assez confortable ? Ça, ce sont des éléments qui vont être compris par le patient et avec lesquels il va se sentir beaucoup plus rassuré. Moi, je donne toujours l'exemple parce que ça me fait flipper personnellement. Quand on prend l'avion, les hôtesses, elles vous disent « on va tout faire pour s'assurer de votre confort et de votre sécurité ». Elles ne disent pas « on va tout faire pour que l'avion ne se scratche pas ». Or, nous, médecins, on parle toujours comme ça. On parle toujours avec une négation. Voilà. Donc, il faut être très attentif à son vocabulaire. Je pense que ça, c'est très, très important. Ensuite, il y a d'autres choses qu'on peut faire. C'est l'utilisation. Pour que la personne se sente une personne unique, même si on ne la connaît pas, il faut partir de ce qu'elle a sur elle, par exemple un bijou, la couleur de ses yeux, son sourire, n'importe quoi, pour créer une alliance, pour créer en fait quelque chose de personnel, d'unique, qui va faire qu'elle va se sentir une véritable personne. Ça, c'est très très important. Et puis, il y a un autre vocabulaire, qui a une petite technique qui est importante par l'utilisation, c'est le choix illusoire. Qu'est-ce que c'est que le choix illusoire ? C'est par exemple à laisser penser qu'elle va choisir quelque chose. On arrive, on veut mettre une perfusion, on va dire « de quel côté voulez-vous, madame, que je vous mette la perfusion ? À droite ou à gauche ?» Elle a repris un peu de pouvoir sur l'histoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas quelqu'un à qui on va imposer un acte, elle va choisir. Ça peut être pareil pour dire à votre fils
Tu veux ta brosse à dents rose ou la bleue ce soir pour te brosser les dents? Voilà, c'est exactement la même chose. Donc en fait, toutes ces techniques-là, qui sont des techniques assez simples, on devrait pouvoir effectivement tous les apprendre pour les mettre en application dans tout ce qu'on fait, et tout le monde s'en porterait infiniment mieux. Et il faut terminer avec ce qu'on appelle les questions magiques. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entretien, quand on a discuté avec la personne, quand on va l'endormir pour l'intervention, on lui dit, mais alors qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez sortir de là? Qu'est-ce que vous aimez faire? Voilà, quand vous serez guéri, qu'est-ce que vous allez venir me voir? Voilà, c'est un petit peu ces questions magiques qu'on peut poser aussi et qui projettent la personne dans sa future guérison, ce qui est toujours plus sympa que dans sa transe négative. Donc voilà un petit peu les principes de l'hypnose conversationnelle à la portée de tout le monde. Et vous allez nous proposer une petite séance. Alors, oui, si vous êtes d'accord, si vous êtes d'accord. Hein. Alors, c'est pas possible, bien évidemment, de faire de l'hypnose de groupe. En tout cas, c'est pas le principe. L'hypnose, c'est pas comme la méditation, c'est pas quelque chose qui est adaptable à tous, puisque théoriquement, comme je vous l'ai dit au départ, il faut une relation entre le thérapeute et le patient, on va dire la personne, parce que pas toujours un patient. Il faut connaître ses goûts, il faut connaître un petit peu son histoire, voilà, il vaut mieux que ce soit quelque chose de personnalisé. Mais on peut quand même vous donner des petits trucs par rapport à une séance qu'on va qualifier d'hypnose et d'auto-hypnose, parce que le but, c'est que vous puissiez le refaire chez vous, presque un peu comme une petite gymnastique matinale, ou bien peut-être que vous êtes déjà des méditants. Et finalement, vous verrez qu'il y a quand même un certain nombre de parallèles entre méditation et hypnose. Parce que j'ai vu que vous m'avez dit là, qu'il y a 4-5 personnes qui ont fait de l'hypnose. Et la méditation, il y a des gens qui font de la méditation? Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais il y a des... voilà. Hein. Bon, globalement, elles sont cousines, hein, ces techniques. Mais c'est vrai que la méditation... c'est sûrement ce qui nous permet de rentrer d'abord en nous. Et l'hypnose, c'est un travail assez actif qui va ensuite permettre de faire des choses plus thérapeutiques, on va dire. Alors, on va donc faire une petite séance d'hypnose. D'accord, allez. Et puis après, on passera à quelques questions. Je préfère quand même prendre mes petites pompes pour ne pas oublier quelque chose. Vous êtes là, tous assis sur une chaise qui est une chaise relativement confortable. Et donc, ça va commencer par prendre une position particulière que Brioc a déjà prise. Bravo. Comment ça se fait? Alors, c'est une position qu'on appelle la position tabouret. Si vous avez des questions après, vous me poserez des questions pour savoir pourquoi on prend cette position. La position tabouret, c'est une position dans laquelle on a un certain confort, on a bien les pieds posés par terre, on a le bassin qui est bien aussi équilibré, on a le dos droit, mais on dit en même temps à son corps, ce qu'on fait là, c'est pour que tu ailles ailleurs. Tu es en train de démarrer un processus de changement. Donc on est un tout petit peu dans la projection, on a le dos un peu décollé du siège, dans cette position tabouret qui est un tout petit peu donc vers l'avant. Une fois qu'on a ça, on ferme les yeux. Pourquoi est-ce qu'il faut fermer les yeux? Les yeux ouverts, en fait, c'est une activité de plein de sphères cérébrales, d'air cérébral qui vont nous distraire. Et là, en fait, dans cette sensation que vous allez commencer à expérimenter, il faut vraiment que vous soyez tourné vers votre intérieur. Et le fait d'être déjà avec les yeux fermés, ça vous permet de rentrer en contact avec votre intériorité. Première porte à franchir, c'est rideau magique, comme dit un hypnothérapeute que je connais. Première porte à franchir vers votre centre, vers votre vous profond. Vous allez m'écouter si vous voulez ou pas, mais vous allez aussi commencer à aborder cette petite séance par de la respiration qui va vous permettre, qui va vous guider vers justement un peu plus de calme, un peu plus de tranquillité. Et déjà, avant de commencer à rentrer dans cette respiration, maintenant, vous vous dites quelle intention je vais donner à cette petite séance, à ce petit moment que je m'offre aujourd'hui, là, dans cette pièce. Quelle intention j'y mets, quel objectif, pourquoi, quel est le petit inconfort physique ou psychique que je voudrais arriver à améliorer avec cette séance. Et vous choisissez votre objectif du jour, que vous pourrez bien sûr changer
demain, après-demain, en fonction du moment où vous en aurez besoin. Donc maintenant que vous avez votre objectif, que vous êtes bien installé, vous respirez tranquillement. Et vous pouvez déjà commencer à utiliser cette fameuse imagination, cette fameuse créativité, en regardant, en imaginant comment l'air entre dans vos narines, comment il circule dans vos poumons et comment il va larguer un petit peu son oxygène, et puis comment il va ressortir dehors, un peu plus tiède, un peu tiédi par vos voies respiratoires. Et moi j'aime bien imaginer aussi cette histoire qui me met en contact avec tout l'univers, puisque nous sommes tous liés par cette universalité, qui est que des petites molécules d'air vont rentrer, vont m'apporter des informations du monde entier, invisibles, imperceptibles, et que quand je vais expirer, je vais envoyer au monde entier des petits fragments imperceptibles, invisibles, de moi, de ce que je suis, de ma respiration, de ma personne. Voilà, et vous respirez tranquillement, très bien. La respiration, c'est quelque chose de tout à fait instinctif, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut maîtriser, qu'on peut contrôler, qu'on peut rendre un petit peu plus sereine, qu'on peut d'abord commencer par observer tout simplement. Dans la vie de tous les jours, elle est souvent un peu rapide et superficielle. Donc là, autorisez-vous à la rendre plus ample, à la rendre plus pleine, à utiliser un peu le ventre, comme les petits-enfants, vous voyez ? On utilise le ventre, on rentre plus le ventre, on se laisse aller. Voilà, c'est très bien. Et maintenant, je vais vous inviter à aller chercher quelque part dans votre imagination un moment qui peut être un moment particulièrement agréable que vous avez vécu hier, il y a 10 ans, il y a 50 ans, ou un moment d'apprentissage, un moment où vous avez appris quelque chose, où vous avez appris quelque chose, ou encore un lieu de sécurité, c'est-à-dire un endroit où vous savez que vous êtes toujours bien. Et donc en fonction de chaque personne qui est là dans cette salle, vous choisissez et vous ne choisissez pas, c'est-à-dire que vous laissez votre cerveau choisir. Ne faites pas de tri. C'est la première image qui vous vient à l'esprit que vous allez prendre parce que c'est la bonne. C'est celle qui vous convient aujourd'hui. Et une fois que vous avez ce souvenir qui vous vient, ce lieu de sécurité, cet endroit agréable, ce moment d'apprentissage, eh bien je vous invite avec beaucoup de douceur à le décliner, à le détailler avec tous vos sens. Dans un premier temps, on va utiliser la proprioception, la position du corps. Regardez comment votre corps est pendant qu'il fait, pendant qu'il est, pendant qu'il apprend ce que vous êtes en train de vivre. Regardez comment vous utilisez vos mains. Les mains sont très importantes pour justement stimuler au niveau du cerveau toutes ces aires tellement étendues sur lesquelles la main est projetée. Et dès qu'on fait un mouvement de la main, imaginaire ou réel, il permet d'ancrer beaucoup de choses au niveau de notre partie non consciente. Vous regardez comment vous utilisez un objet, vous regardez comment vous bougez les mains, comment vous marchez, comment vous êtes allongé. Mais vous vous observez avec toute cette bienveillance que vous avez pendant cet exercice. Voilà, c'est très bien. Ensuite, vous allez chercher la vue, la vision. C'est quelque chose que vous avez intériorisé maintenant, vous ne regardez plus autour de vous, vous vous projetez dans ce moment que vous êtes en train de vivre et vous regardez les couleurs qui accompagnent ce moment. C'est peut-être la couleur de la nature dans laquelle vous êtes, dans votre lieu de sécurité, peut-être de l'herbe, peut-être la mer, peut-être votre chambre, peut-être votre canapé. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que vous vous rendiez compte de l'influence que cette couleur a sur vos sensations et vos émotions. La couleur, c'est à la fois une tonalité, mais c'est aussi une vibration. Comment est-ce que vous ressentez là ou les couleurs qui sont dans ce moment que vous vivez, qui est un moment agréable? Et vous la détaillez, vous en cherchez les nuances, vous en cherchez les tonalités,
Vous en cherchez les contours. Vous la respirez. Vous la regardez. Voilà, c'est très bien. Et puis la couleur, maintenant, laisse la place au son. Et dans ce moment que vous vivez, je vous invite à aller chercher tous les sons qui accompagnent ce moment. C'est peut-être un bruit de la nature, un chant d'oiseau, un bruissement du vent dans les feuilles, ou une chanson, ou les paroles aimantes de quelqu'un qui est avec vous, un rire d'enfant, un miaulement de chat, tous les sons qui participent à ce moment que vous sentez, que vous vivez, que vous respirez, que vous écoutez, que vous regardez. Voilà, c'est très très bien. Toutes ces tonalités qui vous accompagnent. Et maintenant, vous les remplacez par le toucher. On a vu tout à l'heure que vous regardiez votre corps. Et peut-être aussi que dans ce moment que vous vivez, vous ressentez la perception de vos doigts, de votre pulpe de doigts, sur un objet, sur un tissu, sur le pelage d'un animal, sur la peau d'un enfant. Dans toutes circonstances où vous utilisez ce toucher qui vous fait du bien. Et que vous ressentez non seulement sur la pulpe de vos doigts, mais que vous ressentez en fait partout dans votre corps. Voilà, c'est très très bien. Et maintenant, vous pouvez même aller chercher quelque part un petit peu de goût. Peut-être que vous avez dans votre souvenir un moment où vous allez goûter quelque chose. Vous allez sentir une odeur d'aliment et en même temps goûter quelque chose. Tous les sens peuvent être en éveil. Et ce qui est important, c'est que tous les sens que vous sollicitez comme ça aujourd'hui, maintenant, ils arrivent à provoquer une sensation globale, une sensation agréable, d'un meilleur confort, qui concourt à l'objectif que vous vous êtes donné. Et cette sensation, elle vous provoque une émotion. Émotion, vous savez, étymologiquement, ça veut dire « je bouge ». Motion, c'est « je bouge ». Et cette émotion, c'est celle qui va vous permettre d'aller vers l'objectif que vous vous êtes fixé. Et cette émotion, elle peut être très variée. Ça peut être du plaisir, ça peut être de la fierté, ça peut être la liberté, ça peut être voilà, tout ce qui est mobilisateur, tout ce qui est finalement la résultante de ce bien-être que vous avez quand vous êtes dans votre lieu de sécurité ou quand vous avez appris quelque chose, quand vous avez fait cet apprentissage. Et tout ce que vous faites finalement, vous voyez que vous le faites sans avoir rien d'autre à faire qu'à laisser faire. C'est facile. C'est simple, c'est fluide. Tout ce que vous faites, en fait, vous ne le savez pas, mais ça met en branle des espèces de signaux dans votre partie non consciente qui vont aller chercher chez vous des ressources pour aller vers votre objectif. Et pendant quelques secondes, je ne vais plus parler et vous allez laisser donner totalement libre champ à votre imagination. Vous êtes là, vous allez où vous voulez. Vous ressentez ce que vous voulez. Vous faites confiance. Voilà, alors on sait que c'est pendant ce moment-là de rêve éveillé, quand on fait ça pour un motif particulier, que les connexions, que le travail thérapeutique se fait. Et en fait, quand on fait une séance comme ça, on est plus dans des suggestions que vous vous faites à vous-même. Et dans une séance d'hypnose formelle, si je vous connaissais, on aurait mis en place un travail thérapeutique de suggestions et de métaphores. Et maintenant, quand vous avez bien profité de ce moment, que vous avez vraiment fait le tour de ce moment d'apprentissage ou de ce lieu agréable, eh bien, je vous propose de reprendre 3 respirations plus profondes
bien ample pour profiter encore un peu des émotions, de l'émotion, de la sensation que vous avez obtenue grâce à cet exercice. Et au bout de ces 3 respirations bien profondes, eh bien vous pouvez ouvrir les yeux, revenir ici dans cette pièce et surtout vous étirer très profondément. Il faut étirer toutes les parties de son corps qu'on peut étirer, car on a montré de façon très scientifique que le fait d'étirer comme ça des protéines qu'on avait au niveau de notre système musculaire permettait un meilleur ancrage du travail qu'on avait fait au niveau cérébral. Et d'ailleurs, s'il y a des enseignants dans la salle, il ne faut jamais disputer les petits qui s'étirent quand on est en classe. Ça veut dire qu'ils sont en train d'engranger ce qu'on a dit. Et pareil, il ne faut pas les disputer quand ils bâillent. C'est qu'ils sont en train d'engranger les choses. Voilà. Merci. Donc voilà un petit peu comment se passe une séance, on va dire un peu de groupe. Est-ce que vous avez un commentaire ou quelque chose qui vous vient à l'esprit? Des réactions ou des questions? Merci beaucoup pour cette séance. Pas de... Est-ce que vous avez des commentaires ou bien finalement des interrogations, ou bien est-ce que vous pensiez que c'était quelque chose qui pouvait être très différent? Oui? Oui? Tout à fait, oui. Oui. Et oui, parce que justement, vous êtes très réceptif, donc il sait très bien que vous êtes le super candidat. Alors non, moi je suis infectiologue à la base quand même, je préfère préciser. J'ai juste appris ces techniques-là pour rendre service à des personnes que je soigne dans des domaines de l'infectiologie. Parce que ce qui est important, c'est qu'on reste dans son domaine de compétences. Donc on peut aider les gens qui ont des douleurs, ça c'est commun à toutes nos spécialités, mais moi c'est plutôt dans ce domaine-là. Oui ? Ma collègue. Nadia, voilà. Voilà. Oui. Tout le monde a vu maintenant sur YouTube des interventions où on fait effectivement des gestes qui sont parfois très agressifs, simplement sous hypnose. On ne se rend pas compte en fait du pouvoir du cerveau. Le cerveau a des pouvoirs absolument incroyables. Il faut juste apprendre à se faire confiance et à les laisser s'exprimer. Et donc l'hypnose, c'est vraiment cette technique-là, quand vous êtes en confiance avec le thérapeute, que vous avez souhaité ce genre d'analgésie, eh bien, vous laissez complètement votre imagination partir quand on vous suggère d'aller dans un endroit agréable, de revisiter un truc. Alors on ne fait pas trop quand même de l'hypnose, on peut faire des inductions hyper rapides pour des gestes particuliers, c'est un peu différent quand même, hein. Je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Oui, oui, madame. Oui. En fait, il y a des thérapeutes qui disent qu'il n'y a pas d'hypnose, il n'y a que de l'auto-hypnose, parce que c'est vous qui vous mettez dans cet état particulier. D'accord ? Donc ça veut dire que vous avez envie d'y aller et que finalement tout le monde peut le faire. Donc le petit schéma que j'ai fait là aujourd'hui, vous pouvez le refaire à la maison toute seule. C'est-à-dire que vous avez compris la position, vous avez compris qu'il faut que vous ayez un objectif, que vous rentriez dans votre intériorité, que vous alliez chercher un souvenir ou un lieu agréable, que vous le décliniez avec tous les sens, qu'après vous laissiez un peu vagabonder votre esprit, que vous vous réveillez, que vous étirez. Ça, c'est de l'auto-hypnose. Et si vous avez un problème, quel qu'il soit, c'est-à-dire un inconfort physique ou psychique, vous pouvez le mettre au service de ça. Vous pouvez le faire avec de la visualisation. Bon, personnellement, par exemple, j'ai eu des sciatiques un peu hyperalgiques il y a quelques années, infiltration sous IRM, ce qui est loin d'être sympathique. Et quand ça a rechuté, j'ai fait que des techniques de visualisation, c'est-à-dire que j'ai visualisé l'endroit où j'avais mal, je l'ai modifié, je l'ai rapetissé, je l'ai mis comme ça, je l'ai mis comme ça, je l'ai jeté.
J'ai jamais plus de... Après, peut-être que c'est une expérience personnelle, vous voyez, mais ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à faire en sorte, avec l'imagination et les sens, on arrive à modifier des perceptions. Et les perceptions, c'est la base de notre ressenti de tous les jours. Voilà. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que plus vous le ferez, et plus ce sera facile, et plus vous rentrerez plus facilement en transe, et puis ça sera... Tout à fait. En fait, quand je fais une hypnose justement pour mes patientes, je leur demande d'enregistrer avec le téléphone. Donc elles enregistrent la séance, et après elles la refont à la maison. Mais elles peuvent aussi le faire toutes seules, hein, une fois qu'on a compris le déroulé, parce qu'une fois que je fais la séance, elles restent quand même... Si vous voulez, ce qui est un peu dommage, c'est la temporalité. Là, vous voyez, on n'a pas trop eu le temps. Et puis, bon, il y a peut-être des personnes qui sont d'accord ou qui sont pressées, j'en sais rien. La question, voilà. Quelle est la bonne durée? Voilà, il n'y a pas de bonne durée. En fait, quand vous le faites toute seule, c'est votre cerveau qui dit où est la bonne durée. C'est-à-dire que ça, c'est très important. Là, on s'est arrêté au bout de quelques secondes de silence. Mais quand vous le faites en auto-hypnose, c'est votre cerveau qui dit quand il a fini de faire son travail. C'est pour ça que c'est bien aussi de ne pas toujours écouter l'enregistrement. Parce que l'enregistrement, il a une fin. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Tout à fait. Milton Erickson, il a été vraiment celui qui a mis les bases de ce type d'hypnose qui avant était plus d'injonction, c'est-à-dire qu'il y avait plus effectivement d'obligations, de suggestions directes. Lui, il a fait tout ce qu'on appelle les suggestions indirectes. Et il a fait aussi donc tout ce travail sur la sensorialité, sur les mots, sur le fait que c'est le patient qui donne la solution. C'est pour ça que je vous ai dit, ne triez pas tout à l'heure, n'allez pas chercher un souvenir qui vous plaît plus qu'un autre. C'est vous qui avez la solution. Donc il faut laisser votre cerveau en fait faire ce choix. Voilà, tout ça c'est Milton Erickson. Mais il paraît qu'il a fait parce qu'il avait un beau bagage culturel, et notamment un bagage, vous savez peut-être l'histoire de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui se baladait le long du lac d'Léman, ou je ne sais pas trop quoi, et qui a écrit les rêveries du promeneur solitaire, qui sont en fait les premières séances d'auto-hypnose. Voilà. Donc si vous voulez faire de l'auto-hypnose, vous lisez Jean-Jacques Rousseau. Mais personnellement, j'étais très déçue en lisant le bouquin. Le mot voilà a jamais le mot utilisé. négatif. Hein. Le pouvoir des mains. Ouais, alors, non, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question comme ça. Moi, j'ai compris que c'était eux-mêmes, c'est-à-dire par rapport à eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, toutes ces techniques-là, comme on a dit avec Nadja, l'hypnose conversationnelle, ça protège énormément les soignants. C'est utile pour les patients et ça protège énormément les soignants. Hein, parce que vraiment, ça rend le travail beaucoup plus facile. Voilà. Il y a moins de stress, il y a moins de conflits. Au CHU de Nice, on ne fait pas d'intervention sous hypnose parce qu'en fait, il faut vraiment que toute l'équipe soit formée. Et ce n'est pas toujours facile d'avoir toute une équipe, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers IBOD, instrumentistes et penseurs, et puis les infirmiers... Voilà, il faut vraiment que les aides-soignants aussi, il faut vraiment que tout le monde soit formé pour pouvoir faire une intervention sous hypnose. C'est vraiment un engagement et ça prend peut-être un peu plus de temps. Et donc, il faut que la personne, le patient, soit d'accord. C'est lui qui décide. Madame, vous aviez une question? En fait, l'hypnose prend beaucoup moins de temps. Mais il faut simplement que les médecins et les chirurgiens le connaissent.
ceux qui ne sont pas formés se font beaucoup d'idées sur l'hypnose. Et donc ils pensent qu'ils vont perdre du temps, alors qu'en fait ils vont en gagner. Ils vont en gagner et au moment de l'intervention, enfin peut-être que Richard tu pourras parler, mais ils vont surtout en gagner après, parce que en fait le patient il va avoir souvent des réveils plus sympas, moins douloureux, moins de complications post-opératoires, moins de saignements post-opératoires, mais effectivement comme disait Nadia, ce qui est important c'est que tout le monde ait la même culture, sinon on ne peut pas faire un petit coup, voilà, l'un qui le fait et l'autre qui ne le fait pas. Donc c'est encore balbutiant, vraiment. Ce qui est possible au CHU de Nice, c'est d'avoir une séance d'hypnose avant l'intervention pour pouvoir justement donc préparer à l'intervention et pourquoi pas si c'est une intervention sous locale ou sous anesthésie loco-régionale, refaire cette séance qui a été faite avant l'intervention. C'est tout à fait possible. Oui, madame. C'est la distraction. Bien sûr. Merci. Et effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, Martine, c'est qu'on n'est pas obligé de dire que c'est de l'hypnose qu'on fait. Quand on reçoit les patients, on a une façon de communiquer qui est différente, qui est bénéfique et surtout parce que quand certains patients sont réfractaires à ce genre de à l'hypnose, voilà, et ben voilà. Surtout à ce mot hypnose, effectivement, le fait de communiquer différemment, et puis ben, ça permet vraiment de pouvoir... Mm-hmm. Mm-hmm. Oui. Oui. Madame, vous avez une question ? C'est la dose, oui. Mm-hmm.
Merci pour votre témoignage. Il y a une autre question? Oui? Je vous en prie. Vous avez parlé d'hypnose conversationnelle. Est-ce que vous avez des ressources à conseiller pour en apprendre plus? Alors, c'est vrai que des ressources, on va dire, grand public, je pense que vous pouvez en trouver. Il y a pas mal on va dire, de similitudes aussi un peu avec la communication non violente. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais je pense qu'on doit vous trouver ça. Moi, c'est vrai que ça fait partie du DU, de l'enseignement du DU, donc je pourrais pas vous dire tel ou tel ouvrage, mais je suis sûre qu'on peut trouver sûrement des choses. Mais vous avez vu, les grands principes, ils sont assez simples, hein. On se présente, on utilise l'environnement, on utilise les caractéristiques du patient, on n'utilise pas la négation, on utilise des mots positifs et on termine par des questions un peu magiques. Voilà, en gros, c'est les grands principes de l'hypnose conversationnelle. Avec un timbre de voix, je rajouterais un timbre de voix plus grave, ralentir en fait le flot de parole, essayer de parler sur l'expiration, et tout ça, ça fait vraiment... Avec tous ces mots, même si en fait c'est très très efficace, et même si on est sensibilisé à ça, quand on a affaire à quelqu'un, quand on est sensibilisé et qu'on pratique l'hypnose communicationnelle, quand on a affaire à quelqu'un qui va lui-même parler de la même façon, ben, ça fait du bien. Alors je pense que c'est peut-être les neurones miroirs qui agissent, mais ça fait vraiment beaucoup de bien. Merci. Merci vraiment. Merci, Docteur Mondin. Merci, Madame Mestre. Je pense qu'on peut vous applaudir. C'est passionnant une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, très, très bonne fin de journée. Et donc, on se retrouve demain pour de nouveaux ateliers. Merci à vous.